Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Nous parlons des nouvelles du jour avec André-Sylvain Latour. Hein? Fitzgibbon qui démissionne. Ben oui! C'est écrit, sa feuille. Hein? Oui, je te le dis. Sincèrement, Richard, je veux pas du tout m'éterniser là-dessus. Tu as fait d'excellents analystes, absolument toute ton émission de 15h jusqu'à maintenant où Elsie Lefebvre vient juste de quitter. J'invite les gens à écouter ça sur le cube.ca s'ils veulent réentendre toutes les analyses. Mais je vais utiliser le départ de Pierre pour te dire que Sam Hamad, lui, veut revenir. Ben oui. Puis... À la mairie de Québec? À la mairie de Québec, exactement. Puis, sais-tu quoi? Il est en Moses de bonne position. Ça a l'air. Écoute... Ben, les gens à Québec, je pense, l'aimaient beaucoup, là, M. Hamad. Ben oui. Non? Ben c'était quand même, tu sais, je veux dire, on a souvent ri de lui un peu parce qu'il y avait une drôle de façon de s'exprimer, mélanger un peu. Il faisait un peu des péronismes, tu sais. Comme par exemple... Les boutons à 4 trous. Il n'a pas inventé la roue à 4 boutons ou quelque chose comme ça. C'était quelque chose comme ça qu'il avait dit. Ceci dit, selon un sondage léger, Bruno Marchand, le maire actuel, récolterait 39% des intentions de vote contre 37% pour Sam Hamad, qui n'est même pas candidat encore. Il n'y a rien que supposer que peut-être... Ben, écoute, Sam Hamad, lui, quand on lui a présenté ces résultats-là, il a dit « Ah, c'est une bonne nouvelle, puis ça va aider ma réflexion. » Ouais, je pense que oui, tu sais. Tu t'en penses? Tu pars quand même avec des bonnes chances. Et ce qui est un peu, je dirais, spécial dans ce sondage-là, c'est que Claude Villeneuve, qui est le chef de Québec d'abord, qui est l'opposition officielle de la ville de Québec, il y a un peu plus que la moitié des répondants qui disent « Bon, on ne sait pas c'est qui. » Bon, la moitié des répondants ne savent pas le nom du chef de l'opposition officielle à Québec. Mais Sam Hamad, lui, est en bonne position, par exemple. Super mal. Écoute, vendredi dernier, tu nous avais parlé de ce procès absolument épouvantable qui se déroule en France. Un gars qui a drogué pendant des années sa femme, puis qu'il a vendait littéralement à des monsieur tout le monde qui allait la violer, là, tout ça. Et là, on en apprend encore. On pensait toucher le fond, puis c'est pire que ça. Ah, c'est épouvantable. On manque de qualificatifs. Tu sais, à chaque fois que je lis un peu plus de détails là-dessus, je me dis, voyons donc. Alors, premièrement, ça se passe à Mazan. Le procès, en ce moment, a lieu, si je ne me trompe pas, c'est à Avignon, donc dans le sud de la France. Okay? Il y a une cinquantaine d'accusés qui sont tous dans la salle. Et figure-toi donc que la femme et les 3 enfants, 2 garçons et une fille, ont décidé d'assister au procès, de montrer leur visage. Donc, l'accusé, lui, disait « Moi, je veux ça à huis clos ». Ils ont dit « Non, c'est pas vrai que tu vas nous faire porter la honte de ce que tu as fait. On va exposer au monde entier les horreurs que tu nous as fait vivre. » Et quand je dis « nous », on parle de sa femme. Eh bien, figure-toi donc qu'aujourd'hui, on a appris que l'homme faisait des montages Photoshop de la tête de sa propre fille sur des corps dénudés qu'il allait chercher sur Internet. Et, écoute, toutes ces photos-là étaient dans un dossier sur son ordinateur qui s'appelait « Autour de ma fille à poil ». C'est un monstre, littéralement. Là. C'est incroyable. Mais t'imagines, ses enfants, derrière sa fille, ça a l'air, lorsqu'elle a appris ça dans le procès, elle est sortie en pleurs de la Cour de justice. Mais comment ses enfants et sa femme doivent se sentir en disant on était à côté de ce gars-là tous les jours et finalement on découvre que c'était un monstre. Et c'est sûr qu'il était bon à table. Sophie me disait ça, ma blonde. Elle dit c'est les monsieur tout le monde, là. Les 50 bonhommes là, qui en ont profité puis qui sont allés violer cette femme-là pendant qu'elle était inconsciente, droguée. Ben oui, puis... c'est qui ce monde-là? Mais on parle aussi de gens de qui... carrière, tu sais, je veux dire, je sais que j'y vais de mémoire, là, mais il me semble, c'est avocat, journaliste... voyons! C'est monsieur, madame, c'est monsieur tout le monde, vraiment. Qui allait là. Hey, m'allez là. Moi, m'a violé cette femme-là qui est inconsciente. Absolument. Rentrer dans la maison, donner l'argent au bonhomme.
Il y en a qui ont dit que, dans le fond, ça faisait partie d'un jeu sexuel et que la femme était consentante selon les dires du mari. Mais entre toi et moi, avec ce qui se passe en ce moment, là, c'était loin du consentement, là, très, très loin. Une ancienne mannequin révèle qu'elle a combattu un cancer. Je voulais t'en parler de ça. C'est Ellie Macpherson. Elle a annoncé aujourd'hui, écoutez, j'ai combattu un cancer du sein il y a 7 ans. Maintenant, je suis en rémission. La raison pour laquelle je te parle de ça, c'est qu'elle a décidé, elle, il y a 7 ans, de ne pas se tourner vers la médecine traditionnelle et ils appellent ça une approche holistique de guérison, de se fier aux énergies et ces choses-là. Elle dit que dire non aux solutions médicales classiques a été la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Moi, ça m'interpelle. Est-ce que ça a fonctionné? Ben, elle dit qu'elle est en rémission. Parce que ça, c'est dangereux, parce que si elle dit qu'elle est en rémission, les gens vont dire « Hey, et voilà. On va essayer ça. » T'as tellement raison, Richard. Ce sont des gens qui ont une influence et qui ont une popularité qui mettent de l'avant ce genre de technique-là. Alors, moi, ne reculant devant rien, j'ai appelé à la Société du cancer et j'ai dit, vous en pensez quoi, vous, de tout ça, ces affaires-là? Évidemment, ils ne voulaient pas commenter ce cas-là précis, puis ça, c'est normal avec les associations du genre. Mais je vais te lire un petit peu ce qu'ils répondent. Okay. Un commentaire écrit qu'ils m'ont fait parvenir. OK. Donc, premièrement, ils disent que certaines thérapies parallèles peuvent être présentées comme des approches permettant de guérir le cancer. La recherche n'a pas démontré que les thérapies parallèles sont efficaces ou sûres comme traitement du cancer. La décision d'accepter ou non de suivre un traitement standard du cancer vous appartient. On sait très bien que dans des stades très avancés, des fois, ce que tu gagnes en temps de vie, si je le dis comme ça, versus les désagréments que ça va causer. Des fois, il y a des gens avec souvent qui raison, décident d'arrêter les soins. Ça leur appartient, c'est une décision. Exactement, puis ça, la Société du cancer est claire là-dessus. La décision vous appartient, peu importe votre condition. Mais sachez que les traitements fondés, et je continue de te lire, les traitements fondés sur des preuves scientifiques sont ceux qui présentent les meilleures chances de réussite. Ça me fait penser, te souviens-tu du débat qui avait été provoqué par une chronique de Josée Blanchette dans Le Devoir, où elle disait aussi ce genre d'affaires-là, elle laissait sous-entendre qu'il n'y a pas seulement que la médecine traditionnelle pour traiter le cancer, il y a peut-être d'autres traitements aussi, puis tout ça. Écoute, ça avait fait jaser, je me souviens qu'elle était allée à Tout le monde en parle, je crois, ça avait beaucoup brassé. Et les gens, justement, de la Société canadienne du cancer n'étaient pas très, très contents de ça. Donc, ben, c'est parce que malheureusement, ce sont souvent des discours comme ça qui font la différence entre la vie et la mort. Je te ramène à Steve Jobs de Apple, qui, lui, souffrait d'un cancer du pancréas, qui aurait pu être traité. Mais là, lui, il mangeait rien que des légumes ou des fruits ou des affaires de même. Oui, il menait une vie, disons qu'il y avait une alimentation relativement saine, ce qui n'empêche pas qui que ce soit de développer des cancers. Et lui, il avait attendu à peu près 9 mois avant de se faire opérer. Et les médecins lui avaient dit, parce qu'il s'était tourné vers ce genre de méthode-là, donc le médecin lui avait dit, écoute, si tu étais venu dès le départ, peut-être que tu seras encore là. Tout à fait. Rapidement, la Tour Eiffel pourrait changer d'allure. Oui, la Tour Eiffel, tu es allé en France, le monument national. Eh bien, Anne Hidalgo aimerait vraiment ça voir. C'est la maire de Paris. Non pas la mairesse, la maire de Paris, elle voudrait que les anneaux olympiques restent sur la Tour Eiffel. Tout le temps. Tout le temps, comme succès du bel été. Ils sont finis, les Olympiques. Là. Ils sont finis, là, les Olympiques. Ben, pas juste ça. C'est quand même le 4e. Ça appartient pas à Paris, les Olympiques. Là, et la Tour Eiffel, c'est le 4e monument payant visité de la France. C'est pratiquement un patrimoine historique mondial. Donc, de le dénaturer de cette façon-là... voyons donc. Parce que c'était... Non, ça a des fins électorales. Pour rappeler à tout le monde, j'étais maire de Paris pendant que ça s'est passé. Bonne analyse, ça, et c'est grâce à moi, regardez, donc...
Non, c'est épouvantable. Très mauvaise décision. Merci beaucoup, André Merci à Sylvain. toi. Merci. 2 personnes que je veux absolument remercier. Sont excellentes, comme tous mes collaborateurs chroniqueurs. Jean-Philippe Leroux à la mise en onde, à la réalisation. Maximile Sayer à la recherche et aux gardiens du temps, bien sûr. Merci beaucoup. Mario Dumont vous attend demain à 6h.